Imagine des millions de personnes qui abîment leur dos chaque jour, sans même s'en rendre compte. Bonjour, vous êtes sur la chaîne Scientififax. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement, commençons. Première habitude, dormir sur le ventre. C'est l'une des positions les plus répandues dans le monde, et pourtant, les spécialistes de la colonne vertébrale la considèrent comme l'une des plus destructrices. Quand vous dormez sur le ventre, votre cou pivote sur le côté pendant des heures. Résultat, les vertèbres cervicales subissent une torsion prolongée. Les muscles du bas du dos sont comprimés et la courbe naturelle de la colonne est écrasée contre le matelas. Ce n'est pas une simple gêne matinale. C'est un micro-traumatisme répété nuit après nuit, année après année. Des études menées dans des cliniques orthopédiques aux États-Unis ont montré que les patients qui dormaient chroniquement sur le ventre développaient des douleurs lombaires persistantes bien avant l'âge de 40 ans. Certains orthopédistes comparent cette habitude à porter un sac à dos trop lourd chaque nuit pendant son sommeil. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas dans quelle position ils se réveillent. Ils s'endorment sur le côté et se réveillent sur le ventre. Et leur dos paie la facture chaque matin. Et cela devient encore plus intéressant. Il existe même une expression utilisée dans les cabinets de kinésithérapie francophones, le dos de l'estomac. C'est le terme informel donné aux patients qui consultent régulièrement pour des douleurs lombaires et cervicales combinées et dont la position de sommeil favorite est systématiquement le ventre. Les thérapeutes disent que corriger cette habitude est l'une des choses les plus difficiles à faire car le sommeil est inconscient. On ne peut pas se contrôler quand on dort. Certains utilisent des oreillers de positionnement, d'autres collent une balle de tennis dans le dos de leur pyjama pour éviter de se retourner. Oui, vraiment. C'est une technique recommandée dans certains programmes de rééducation posturale. Mais la grande majorité des gens ne savent même pas qu'ils ont ce problème et continuent de se demander pourquoi leur dos leur fait mal dès le réveil. Deuxième habitude, s'asseoir en croisant les jambes pendant des heures. Voici un détail important. Cette habitude est tellement ancrée dans notre culture qu'elle est associée à l'élégance, à la sophistication, à une certaine posture sociale. Des personnages politiques, des célébrités, des cadres d'entreprise, tout le monde croise les jambes. Et pourtant, les rhumatologues tirent la sonnette d'alarme depuis des décennies. Quand vous croisez les jambes en position assise, vous créez une asymétrie dans le bassin. Une hanche monte, l'autre descend. Cette inclinaison se propage directement vers le bas de la colonne vertébrale. Les muscles d'un côté se contractent, ceux de l'autre s'allongent de manière non naturelle. Au bout de 20 ou 30 minutes, cet déséquilibre commence à imprimer une contrainte sur les disques intervertébraux lombaires. Et voici ce qui est surprenant. Une étude publiée dans le journal médical européen de physiothérapie a mesuré la pression sur les vertèbres lombaires de participants assis en position normale versus assis jambes croisées. La différence était significative. La pression augmentait de près de 30% dans la position jambes croisées. Ce n'est pas anodin. Multipliez ça par 8 heures de travail assis, 5 jours par semaine, 50 semaines par an. Le résultat ? Une usure progressive des disques lombaires qui se traduit, des années plus tard, par des hernies, des sciatiques ou des douleurs chroniques inexpliquées. Et la plupart des gens n'établissent jamais le lien entre leur vieille habitude de croiser les jambes et leur douleur au bas du dos à 45 ans. Troisième habitude, regarder son téléphone la tête baissée. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. En 2014, un chirurgien orthopédique américain a publié une étude qui a fait le tour du monde. Il a calculé le poids effectif que supporte la colonne cervicale selon l'angle d'inclinaison de la tête. En position neutre, la tête pèse environ 5 à 6 kg. À 15 degrés d'inclinaison vers l'avant, ce poids effectif monte à 12 kg. À 30 degrés, à 18 kg. À 60 degrés, l'angle typique quand on regarde son téléphone posé sur ses genoux, la colonne cervicale supporte l'équivalent de 27 kg. C'est comme poser un enfant de 5 ans sur votre nuque plusieurs heures par jour. Et ce n'est pas tout. Ce phénomène a reçu un nom officiel dans la littérature médicale, text-neck, ou en français, le coup du texto. Les physiothérapeutes du monde entier commencent à voir des patients de plus en plus jeunes, des adolescents, des étudiants, avec des douleurs cervicales et des modifications de la courbure naturelle du cou qui étaient auparavant réservées aux personnes âgées. La colonne cervicale possède une courbe lordotique naturelle, c'est-à-dire une légère courbure vers l'avant. Chez certains jeunes utilisateurs intensifs de smartphones, cette courbe commence à s'inverser.
Les radiologues appellent ça une rectification cervicale. C'est un signal d'alarme précoce, et il est souvent ignoré jusqu'à ce que les douleurs deviennent chroniques. Quatrième habitude. Porter son sac à main ou son sac à dos toujours du même côté. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange. La plupart des gens ont un côté dominant et ils portent naturellement leur sac du même côté à chaque fois. Le sac à main sur l'épaule droite, le sac à dos accroché à une seule bretelle, toujours la gauche. En apparence, c'est anodin. En réalité, c'est un déséquilibre musculaire programmé et répété quotidiennement. L'épaule qui supporte le poids se soulève légèrement de manière réflexe pour éviter que le sac ne glisse. Ce mouvement compensatoire engage les muscles trapèzes d'un seul côté. Avec le temps, ce trapèze devient plus développé, plus tendu, plus court que son homologue de l'autre côté. Et le résultat se voit sur les radiographies. Une légère scoliose fonctionnelle, une asymétrie de la colonne qui n'est pas structurelle, mais musculaire. Approfondissons. Des études réalisées sur des écoliers en Asie, notamment en Corée du Sud et au Japon, où les sacs de lycéens peuvent peser jusqu'à 10 kg, ont documenté des modifications posturales mesurables chez des enfants de 10 à 15 ans. Et ce n'est pas seulement le poids qui est problématique, c'est la constance du déséquilibre. Porter 2 kg du même côté pendant des années fait plus de dégâts que porter 10 kg équitablement répartis. Les physiothérapeutes recommandent de switcher régulièrement de côté ou d'investir dans un sac à dos avec 2 bretelles correctement ajustées. Mais cette recommandation passe souvent pour un conseil de grand-mère et rares sont ceux qui la suivent vraiment. Cinquième habitude, rester debout sans bouger pendant de longues périodes. Maintenant, faites attention. Le travail debout a été présenté comme une alternative saine au travail assis. Les bureaux réglables en hauteur sont devenus une tendance dans les open spaces modernes. Mais la réalité est plus nuancée. Rester debout immobile pendant des heures n'est pas meilleur que rester assis immobile. En fait, certaines études suggèrent que c'est encore plus fatigant pour le bas du dos. Quand on est debout sans bouger, les muscles stabilisateurs de la colonne doivent travailler en contraction isométrique continue, c'est-à-dire qu'ils se contractent sans se raccourcir ni s'allonger. C'est épuisant. La circulation sanguine dans les jambes ralentit, les veines des mollets travaillent moins bien, et la pression sur les disques lombaires, notamment L4, L5 et L5S1, reste élevée. Puis, un autre détail apparaît. Le vrai avantage du travail debout n'est pas d'être debout, mais de changer de position régulièrement. Alterner entre assis et debout, marcher quelques minutes toutes les heures, faire de légers étirements, c'est ça qui protège le dos. Mais la plupart des gens qui investissent dans un bureau réglable finissent par le laisser en position haute toute la journée, convaincus qu'ils font quelque chose de bien pour leur santé. Ils ont simplement échangé un type de pression contre un autre, et leur dos continue de souffrir en silence. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. Sixième habitude, porter des chaussures à talons hauts régulièrement. Et voici ce qui soulève des questions. On sait depuis longtemps que les talons hauts sont mauvais pour les pieds, les genoux et les chevilles. Mais leur impact sur la colonne vertébrale est moins connu du grand public. Quand vous portez un talon de 5 cm ou plus, votre centre de gravité se déplace vers l'avant. Pour compenser et ne pas tomber, votre corps incline automatiquement le bassin vers l'avant et accentue la courbure lombaire, la lordose. Cette hyperlordose permanente comprime les articulations postérieures de la colonne, appelée facette articulaire, et augmente la pression sur les disques intervertébraux du bas du dos. Mais il existe une autre version. Certains podologues nuancent ce tableau en précisant que les talons de 2 à 3 cm ont en réalité un effet neutre, voire légèrement positif, sur la posture de certaines personnes. C'est au-delà de 5 cm que les problèmes commencent vraiment. Et le problème n'est pas le port occasionnel, mais le port quotidien pendant des années. Des études longitudinales menées sur des femmes portant des talons hauts plus de 4 jours par semaine pendant plus de 10 ans montrent une prévalence significativement plus élevée de douleurs lombaires chroniques, de modifications de la courbe lombaire et même de modifications de la marche, même quand elles sont pieds nus. Le corps s'adapte à la contrainte, et cette adaptation n'est pas toujours réversible. Septième habitude, mal soulever des objets lourds. Le point suivant n'est pas moins étonnant. C'est peut-être l'habitude la plus connue sur cette liste, et pourtant, c'est l'une des causes les plus fréquentes de hernie discale aiguë. La mécanique est simple.
Quand vous soulevez un objet lourd en pliant le dos plutôt que les genoux, vous transformez votre colonne en levier. Et les forces générées sur les disques lombaires peuvent atteindre des valeurs extraordinaires. Selon des calculs biomécaniques publiés dans des revues d'ergonomie, soulever 20 kg avec le dos courbé génère une force de compression sur le disque L5S1 qui peut dépasser 300 kg. 300 kg sur un disque intervertébral d'à peine quelques centimètres de diamètre. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. Dans les services d'urgence orthopédiques, les médecins ont un terme familier pour ces cas, les limbagos du dimanche. Parce que c'est souvent le week-end que les gens font du jardinage, déplacent des meubles ou transportent des cartons. Ils ne sont pas habitués à ces efforts, ils ne font pas attention à leur position et ils se retrouvent bloqués avec une douleur intense dans le bas du dos, incapables de se redresser. Parfois, c'est une contracture musculaire qui disparaît en quelques jours. Parfois, c'est une hernie discale qui changera leur vie pour des mois ou des années. Et le pire, c'est que l'objet n'a même pas besoin d'être très lourd. Un simple sac de course mal soulevé, une boîte d'archives prise de travers, ça suffit. 8e habitude, travailler assis sans appui lombaire. Passons à la suite. Les chaises de bureau sans soutien lombaire correct sont une catastrophe silencieuse. Quand vous êtes assis sans que le bas de votre dos soit soutenu, vous vous affaissez naturellement. La courbe lombaire naturelle, la lordose, s'efface. Le bas du dos prend une forme en C inversé. Et dans cette position, la pression sur les disques intervertébraux est maximale. Des mesures réalisées avec des capteurs implantés dans des disques lombaires de volontaires, oui, ces expériences ont vraiment eu lieu dans les années 70 et 80, notamment par le chercheur suédois Alf Nachemson, ont montré que la position assise sans soutien lombaire génère plus de pression sur les disques que la position debout. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Nachemson a passé des décennies à mesurer directement la pression intradiscale dans différentes positions. Ces résultats ont révolutionné la compréhension de la biomécanique vertébrale. Allongé sur le dos, pression minimale. Debout, pression modérée. Assis sans soutien, pression élevée. Assis penché en avant, pression très élevée. Ces données expliquent pourquoi tant de personnes qui travaillent assis 8 heures par jour développent des pathologies discales. Et elles justifient l'importance d'un bon siège ergonomique, d'un dossier correctement réglé et de la fameuse règle du 90 degrés aux hanches, aux genoux et aux coudes. Mais dans la réalité des bureaux, combien de personnes respectent vraiment cette règle ? 9e habitude, ne jamais étirer son dos. Le détail suivant pourrait vous surprendre. Le corps humain est conçu pour bouger. La colonne vertébrale en particulier a besoin de mouvement pour rester en bonne santé. Les disques intervertébraux n'ont pas de vascularisation directe. Ils se nourrissent par imbibition, c'est-à-dire en absorbant les nutriments du liquide interstitiel environnant lors des mouvements de compression et de décompression. En d'autres termes, quand vous bougez votre dos, vos disques se nourrissent. Quand vous restez immobile toute la journée, ils se déshydratent progressivement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes sédentaires développent des pathologies discales plutôt que les personnes actives. Mais il y a une nuance. Le mouvement doit être adapté. Des étirements mal exécutés, des mouvements brusques, des exercices trop intenses sans préparation, tout ça peut aggraver les problèmes existants. Les kinésithérapeutes insistent sur la notion de mobilisation douce et progressive. Quelques minutes d'étirement le matin, des rotations douces du tronc, des exercices de renforcement des muscles profonds du dos, c'est un investissement minime pour un bénéfice immense. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens n'étirent jamais leur dos. Pas une fois dans la journée. Ils se lèvent, s'assoient, travaillent, rentrent chez eux, s'effondrent dans le canapé et recommencent le lendemain. Jour après jour, année après année. 10e habitude, dormir sur un matelas trop mou ou trop dur. Et voici un autre exemple. Le choix du matelas est l'un des sujets les plus débattus en médecine du sommeil et en orthopédie. Pendant des décennies, le consensus médical était que les matelas très fermes étaient les meilleurs pour le dos. Cette conviction était si répandue qu'elle était enseignée dans certaines écoles de médecine. Puis des études plus rigoureuses ont remis ce dogme en question. Une vaste étude espagnole publiée au début des années 2000 a suivi plus de 300 patients souffrant de douleurs lombaires chroniques sur une période de 3 mois. Résultat surprenant, les patients qui dormaient sur des matelas de fermeté moyenne avaient significativement moins de douleurs que ceux qui dormaient sur des matelas très fermes. Il est temps de continuer.
La réalité, c'est que la fermeté idéale du matelas dépend de la morphologie, du poids, de la position de sommeil et des éventuelles pathologies préexistantes de chaque individu. Un matelas trop mou laisse le corps s'affaisser et crée des tensions dans le bas du dos. Un matelas trop dur ne permet pas l'adaptation aux courbures naturelles du corps et crée des points de pression. Le matelas parfait n'existe pas universellement. Mais ce qui est certain, c'est que des millions de personnes dorment sur des matelas inadaptés depuis des années et que leurs douleurs matinales sont directement liées à ce choix. Et pourtant, changer de matelas est souvent la dernière chose à laquelle ils pensent. 11e habitude. Conduire une voiture pendant de longues heures sans pause. Ici se cache un point important. La conduite automobile est l'une des activités les plus contraignantes pour le dos et c'est l'une des moins bien reconnues comme telle. En conduisant, vous êtes assis dans une position semi-fléchie, souvent avec un soutien lombaire inadéquat. Les vibrations de la route se transmettent directement à la colonne vertébrale. La position des bras sur le volant crée une tension dans les épaules et le cou. Et la durée peut être extrême. Des camionneurs, des commerciaux, des livreurs passent 6, 8, 10 heures par jour au volant. Des études menées sur des conducteurs professionnels en Europe et en Amérique du Nord ont montré une prévalence de douleurs lombaires chroniques nettement supérieure à la moyenne de la population générale. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Les vibrations à basse fréquence, entre 4 et 12 Hz, sont particulièrement néfastes pour les disques intervertébraux. Et la gamme de fréquences des vibrations transmises par les véhicules se situe précisément dans cet intervalle. Des études de biomécanique ont montré que l'exposition prolongée à ces vibrations accélère la dégénérescence discale. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains pays européens ont imposé des réglementations strictes sur la durée maximale de conduite continue pour les conducteurs professionnels. Mais pour le conducteur amateur qui fait 2 heures de trajet tous les matins et tous les soirs, il n'y a aucune réglementation. Et personne ne lui explique pourquoi il doit s'arrêter toutes les heures pour marcher quelques minutes. 12e habitude, rester assis directement après le réveil sans s'étirer. Il y a une suite. Le matin, après des heures de sommeil, les disques intervertébraux sont légèrement gonflés. Pendant la nuit, en position allongée, les disques réabsorbent du liquide et augmentent légèrement de volume. C'est pour ça que les gens mesurent en moyenne entre 1 et 2 cm de plus le matin que le soir. Et c'est pour ça que le matin est le moment le plus risqué pour le dos. Les disques gonflés sont sous tension maximale. Les muscles du dos, après des heures d'inactivité, sont raides et peu vascularisés. Se lever brusquement, se précipiter sous la douche, s'asseoir immédiatement pour avaler son café, tout ça sollicite une colonne qui n'est pas encore prête. Et maintenant, un fait rarement évoqué. Des études sur les hernies discales ont montré que les ruptures de disques se produisent plus fréquemment le matin, dans les premières heures après le réveil. Pas à cause d'un effort intense, mais à cause de mouvements banals effectués au mauvais moment. Ramasser quelque chose par terre. Se pencher pour lasser ses chaussures. Ces gestes, répétés des milliers de fois dans la vie sans problème, peuvent devenir déclencheurs d'une hernie au mauvais moment. La solution est simple. Prendre 2 ou 3 minutes après le réveil pour des étirements doux, laisser le corps se dégonfler progressivement avant les premières sollicitations importantes. Mais ces 2 minutes, la plupart des gens ne les planent pas. 13e habitude, porter des chaussures plates sans amorti. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. Les chaussures plates, ballerines, tongs, vieilles baskets usées, sont souvent portées pour leur confort apparent. Pas de talons, pas de contraintes, pas de gêne. Mais l'absence totale de soutien plantaire et d'amorti transforme chaque pas en un choc non atténué transmis directement vers le haut du corps. Les pieds sont la fondation de la posture. Un pied qui s'affaisse vers l'intérieur, ce qu'on appelle la pronation, modifie l'alignement du genou, de la hanche et du bassin. Et quand le bassin est désaligné, la colonne lombaire compense en s'inclinant ou en se tordant légèrement. Répétez ça des milliers de pas par jour et vous avez un déséquilibre postural progressif. Et puis, un retournement inattendu. Des podologues ont documenté des cas où de simples semelles orthopédiques sur mesure ont résolu des douleurs lombaires chroniques qui résistaient à tous les autres traitements depuis des années. Le problème venait des pieds, pas du dos. Ce qui illustre un point fondamental en médecine musculo-squelettique. La douleur se manifeste rarement là où se trouve sa cause. Le dos douloureux est souvent la victime d'un problème qui commence plus bas, aux pieds, aux genoux, aux hanches. Et traiter le dos seul, sans comprendre l'ensemble de la chaîne cinétique,
c'est traiter le symptôme sans toucher à la cause. 14e habitude, ne pas renforcer ses muscles abdominaux. Ce moment change tout. Le dos ne fonctionne pas seul. Il est soutenu par un ensemble de muscles qui forment ce que les kinésithérapeutes appellent le gainage, ou le corps. Les muscles abdominaux profonds, les muscles du plancher pelvien, les muscles paravertébraux et le diaphragme. Ces muscles forment une sorte de corset naturel qui protège la colonne vertébrale. Quand ces muscles sont faibles, la colonne doit supporter seule les charges mécaniques. Et elle n'est pas conçue pour ça. La conséquence, c'est une fatigue accélérée, une usure prématurée des disques et des articulations, et une vulnérabilité beaucoup plus grande aux blessures. Examinons le point suivant. Des programmes de rééducation du dos basés sur le renforcement des muscles profonds, notamment la méthode Pilates, et des protocoles de stabilisation lombaire développés en Australie dans les années 90, ont montré des résultats spectaculaires dans des études cliniques. Des patients souffrant de douleurs lombaires chroniques depuis des années voyaient leurs symptômes réduire de manière significative en quelques semaines grâce à des exercices ciblés sur les muscles transverses et multifides. Mais le paradoxe, c'est que quand le dos fait mal, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de s'exercer. Et cette inactivité aggrave le déconditionnement musculaire, qui aggrave les douleurs, qui aggrave l'inactivité. Un cercle vicieux. 15e habitude. Être en surpoids sans le traiter comme un facteur de risque dorsal. Avançons. Le lien entre surpoids et douleurs lombaires est documenté depuis des décennies, mais il est souvent présenté de manière trop simpliste. Ce n'est pas simplement une question de poids total, c'est une question de distribution du poids et d'impact mécanique. Un excès de poids abdominal, en particulier, déplace le centre de gravité vers l'avant. Pour compenser, le bas du dos s'hyperlordose, exactement comme avec les talons hauts, mais en permanence, 24 heures sur 24. Cette hyperlordose comprime les facettes articulaires postérieures, augmente la pression sur les disques lombaires inférieurs et fatigue chroniquement les muscles paravertébraux. Maintenant, ce qui est souvent caché, des études épidémiologiques ont calculé que chaque kilogramme de surpoids abdominal équivaut à environ 5 kg de pression supplémentaire sur les disques lombaires lors de la marche. Ce ratio n'est pas linéaire pour toutes les activités, mais il illustre l'amplification mécanique du surpoids sur la colonne. Et ce qui est rarement dit, c'est que la perte de poids, même modeste, de 5 à 10% du poids corporel, peut réduire significativement les douleurs lombaires. Pas parce que le dos est directement traité, mais parce que la pression mécanique sur l'ensemble du système vertébral diminue. C'est une thérapie non médicamenteuse dont l'efficacité est comparable à certains traitements pharmacologiques. 16e habitude, fumer. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Le tabagisme est rarement associé aux douleurs dorsales dans l'esprit du grand public. La plupart des gens savent que le tabac est mauvais pour les poumons, le cœur et les vaisseaux sanguins. Mais peu savent que les fumeurs chroniques ont une prévalence de douleurs lombaires et de dégénérescence discale significativement plus élevée que les non-fumeurs. Pourquoi ? Parce que la nicotine provoque une vasoconstriction des petits vaisseaux sanguins. Les disques intervertébraux sont déjà des structures pauvrement vascularisées. Quand les vaisseaux qui irriguent les structures adjacentes se rétrécissent, l'apport en oxygène et en nutriments aux disques diminue encore davantage. Le détail suivant pourrait vous surprendre. Des études histologiques, c'est-à-dire des analyses microscopiques de tissus, ont montré que les disques intervertébraux des fumeurs présentent des signes de vieillissement accéléré. Leur teneur en eau est plus faible, leur capacité d'absorption des chocs est réduite, et leur structure collagénique est altérée. Un fumeur de longue date peut avoir des disques qui ressemblent, au microscope, à ceux d'une personne 10 à 15 ans plus âgée. Et quand on combine le tabagisme avec d'autres habitudes nocives de cette liste, sédentarité, mauvaise posture, port de charge inadapté, le vieillissement du dos s'accélère de manière exponentielle. 17e habitude, ignorer les signaux d'alerte précoce du dos. Mais il y a une nuance. La douleur est un signal d'alarme. Le corps envoie des messages avant que les dommages ne deviennent graves. Une gêne légère dans le bas du dos après une journée au bureau. Une raideur matinale qui dure quelques minutes. Un léger engourdissement dans une jambe après être resté longtemps assis. Ces signaux sont souvent minimisés ou ignorés. C'est normal, tout le monde a mal au dos. Ça passera avec du repos. Je suis juste fatigué. Ces rationalisations sont compréhensibles, mais elles permettent à des pathologies évolutives de progresser sans intervention. Et voici un autre exemple.
Les médecins du sport parlent de fenêtres d'opportunité pour les problèmes musculo-squelettiques. Quand une pathologie discale ou articulaire est au stade précoce, des interventions conservatrices, physiothérapie, correction posturale, renforcement musculaire ont des taux de succès très élevés. Plus on attend, plus la dégénérescence s'installe, plus le traitement devient complexe et long. Et pourtant, les statistiques de consultation médicale pour douleurs dorsales montrent que la majorité des patients attendent en moyenne plusieurs mois, parfois plus d'un an, avant de consulter un professionnel. Ils espèrent que ça passe. Parfois, ça passe. Souvent, ça empire. 18e habitude, faire des abdominaux classiques en crunch pour soigner son dos. Et voici ce qui soulève des questions. Les crunchs, ces exercices où l'on soulève le buste depuis une position allongée sur le dos, ont été pendant des décennies le symbole de l'exercice abdominal. Ils sont enseignés dans les cours de gym, recommandés dans les magazines de fitness, intégrés dans des centaines de programmes sportifs. Et pourtant, le biomécanicien canadien Stuart McGill, l'un des plus grands experts mondiaux de la biomécanique vertébrale, a démontré que les crunchs classiques génèrent une pression de compression extrêmement élevée sur les disques lombaires, en particulier L4, L5 et L5, S5, à chaque répétition. Mais il existe une autre version. McGill a même calculé que les crunchs répétés peuvent dépasser les limites de tolérance mécanique des disques intervertébraux sur le long terme. Il a développé une méthode alternative appelée les 3 grands exercices de McGill, basés sur des exercices de gainage statique qui renforcent les muscles du corps sans créer de flexion répétée de la colonne. Ces exercices sont la planche frontale, le bird dog et la planche latérale. Ils sont moins spectaculaires que les crunchs. Ils ne donnent pas cet aspect de brûlure musculaire que les sportifs associent à un bon entraînement. Et c'est pourquoi ils restent sous-utilisés. Mais leur efficacité dans la prévention et la réhabilitation des douleurs lombaires est bien documentée. 19e habitude, travailler sur un ordinateur portable posé sur les genoux. Le point suivant n'est pas moins étonnant. L'ordinateur portable est devenu l'outil de travail universel. On travaille dans les trains, dans les cafés, dans les salons, dans les lits. Et la plupart du temps, l'ordinateur est posé directement sur les genoux ou sur une table basse. Cette configuration crée simultanément 2 problèmes. La tête s'incline vers l'avant pour regarder l'écran trop bas et les épaules se voûtent pour atteindre le clavier. C'est le scénario postural idéal pour développer des douleurs cervicales, dorsales hautes et lombaires en même temps. Des ergonomes appellent ça la posture du vampire. Voûté, tête baissée, comme une chauve-souris suspendue. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. Le boom du télétravail consécutif à la pandémie de 2020 a créé une vague sans précédent de consultations pour douleurs musculo-squelettiques. Des physiothérapeutes en Europe et en Amérique du Nord ont rapporté une augmentation de 30 à 50% des consultations pour douleurs cervicales et lombaires dans les mois qui ont suivi le passage massif au travail à domicile. La raison principale ? Des postes de travail inadaptés, des tables à manger utilisées comme bureaux, des chaises de cuisine sans soutien lombaire, des ordinateurs portables sans station d'accueil, sans écran externe, sans support. Toute une génération de travailleurs a découvert que leur dos avait ses limites. 20e habitude, ne jamais marcher suffisamment. Avançons. La marche est l'une des activités les plus bénéfiques pour la santé du dos et c'est l'une des plus négligées dans les sociétés modernes motorisées. Marcher active l'ensemble des muscles stabilisateurs de la colonne de manière rythmique et coordonnée. Elle stimule la circulation sanguine dans les structures paravertébrales. Elle favorise la nutrition des disques intervertébraux par le mécanisme d'imbibition. Et elle maintient la mobilité des articulations intervertébrales. Des études épidémiologiques montrent systématiquement que les populations qui marchent régulièrement, au moins 30 minutes par jour, ont une prévalence de douleurs lombaires chroniques inférieure aux populations sédentaires. Et ce n'est pas tout. La recommandation des 10 000 pas par jour, popularisée par une campagne marketing japonaise dans les années 60, n'a pas de base scientifique précise pour ce nombre exact. Mais des études récentes ont montré que dépasser 7 000 pas quotidiens est associé à une réduction significative des risques de douleurs lombaires chroniques, de dégénérescence discale précoce et de nombreuses autres pathologies. Et pourtant, des études de santé publique en Europe montrent que la majorité des adultes sédentaires font moins de 4 000 pas par jour. Moins de 4 000, la moitié du minimum recommandé. Et cette inactivité se paie, avec intérêt, sur la santé vertébrale.
21e habitude. Regardez la télévision allongée sur le côté avec la tête soutenue par un bras. Passons à la suite. Cette position, allongée sur le canapé, tête appuyée sur une main, coude en appui sur la coudoir, est une des postures de détente favorites des adultes dans le monde entier. Elle semble confortable. Et pour quelques minutes, elle l'est. Mais maintenue pendant la durée d'un film ou d'une série, 2 à 3 heures, elle crée une flexion latérale constante du rachis cervical, une pression asymétrique sur une épaule et une torsion de toute la colonne thoracique. Les muscles du cou d'un côté sont en contraction prolongée, ceux de l'autre sont en étirement prolongé. Et le lendemain matin, les gens se demandent pourquoi ils ont le cou raide et douloureux. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Le problème n'est pas la position en elle-même, mais la durée et la répétition. Le corps humain est capable de s'adapter à presque toutes les positions pour de courtes durées. C'est l'immobilité prolongée dans une position asymétrique qui crée les dégâts. Les muscles se figent dans leur état de contraction ou d'étirement. La circulation locale diminue, les articulations manquent de mouvement. Et ce que les gens ressentent comme une raideur ou une tension le lendemain est en réalité la réponse inflammatoire des tissus à cette contrainte prolongée. Un simple changement de position toutes les 30 minutes peut faire une différence notable sur le long terme. 22e habitude. Ne jamais changer la position de son bureau ou son environnement de travail. Maintenant, faites attention. L'environnement de travail n'est pas figé, et pourtant la plupart des gens s'installent une fois et ne changent plus rien pendant des années. L'écran est trop bas, mais ils s'y sont habitués. La chaise est trop haute, mais ils ont arrêté d'y penser. La souris est trop loin sur la droite, ce qui oblige à étirer constamment l'épaule, mais c'est comme ça depuis toujours. Ces adaptations sous-optimales créent des contraintes posturales répétitives qui s'accumulent silencieusement. L'ergonomie du poste de travail n'est pas un luxe réservé aux entreprises soucieuses de bien-être. C'est une nécessité médicale pour quiconque passe plus de 4 heures par jour assis devant un écran. Puis un autre détail apparaît. Des entreprises qui ont investi dans des évaluations ergonomiques systématiques de leur poste de travail ont observé des réductions allant jusqu'à 40% des arrêts maladie liés aux troubles musculo-squelettiques. Et les modifications nécessaires sont souvent minimes et peu coûteuses. Rehausser l'écran à la hauteur des yeux avec un support, utiliser un repose-pied si les pieds ne touchent pas le sol, rapprocher la souris et le clavier, utiliser un casque téléphonique pour éviter de coincer le téléphone entre l'épaule et l'oreille. Ces ajustements simples peuvent faire une différence considérable. Mais ils ne se font pas spontanément. Ils nécessitent une prise de conscience et une action délibérée. 23e habitude, mal gérer son stress. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Le lien entre stress psychologique et douleur dorsale est l'un des domaines les plus fascinants et les moins bien compris de la médecine moderne. Pendant longtemps, la douleur chronique était soit physique, soit psychologique, comme si ces deux catégories étaient mutuellement exclusives. Aujourd'hui, la médecine intégrative reconnaît que le stress chronique provoque une activation continue du système nerveux sympathique, qui maintient les muscles dans un état de tension accrue. Les muscles paravertébraux, en particulier, sont extrêmement sensibles aux états émotionnels. La colonne d'une personne stressée est une colonne en contraction permanente. Il y a une suite. Des études en neurologie ont montré que le stress chronique modifie la sensibilité des nocicepteurs, les récepteurs de la douleur, dans les structures vertébrales. En d'autres termes, le stress peut littéralement abaisser le seuil de perception de la douleur dans le dos. Une pression mécanique qui serait ignorée dans un état de calme peut devenir douloureuse dans un état de stress chronique. C'est l'une des explications de pourquoi certaines personnes développent des douleurs dorsales sévères sans lésions structurelles identifiables à l'imagerie médicale. Ce n'est pas dans leur tête, c'est dans leur système nerveux. Et c'est tout aussi réel que n'importe quelle hernie discale. 24e habitude, boire insuffisamment d'eau. Et puis, un retournement inattendu. La déshydratation est rarement citée comme facteur de risque de douleur dorsale, et pourtant, le lien est direct. Les disques intervertébraux sont composés à plus de 70% d'eau dans leur noyau, le nucleus pulposus. C'est cette haute teneur en eau qui leur permet de se déformer sous la charge et de revenir à leur forme initiale, fonctionnant comme des amortisseurs hydrauliques. Quand vous êtes chroniquement déshydraté, les disques perdent progressivement leur capacité d'imbibition. Ils deviennent moins flexibles, moins résistants au choc, plus susceptibles de se fissurer ou de se hernier sous des contraintes qui ne leur causeraient aucun dommage dans un état d'hydratation normal.
Ce moment change tout. La déshydratation discale est l'un des premiers signes visibles du vieillissement vertébral à l'IRM. Les radiologues parlent de déshydratation discale quand le signal du disque apparaît plus sombre sur les images en pondération T2. Et ce phénomène, qui est naturel avec l'âge, peut être accéléré ou ralenti selon les habitudes d'hydratation. Des études de biochimie discale ont montré que des cycles de déshydratation et réhydratation répétés altèrent les propriétés mécaniques du disque de manière irréversible. Boire suffisamment d'eau, environ 1,5 litre à 2 litres par jour, selon la taille, le poids et l'activité physique, est l'une des interventions les plus simples et les moins coûteuses pour prendre soin de ces disques intervertébraux. 25e habitude, utiliser son téléphone dans son lit avant de dormir. Examinons le point suivant. Cette habitude est particulièrement pernicieuse parce qu'elle cumule plusieurs problèmes en même temps. D'abord, la lumière bleue émise par les écrans perturbe la production de mélatonine et affecte la qualité du sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité augmente la sensibilité à la douleur le lendemain. Ensuite, la position adoptée pour utiliser un téléphone dans le lit est presque systématiquement catastrophique pour le dos. Soit allongé sur le côté avec la nuque en flexion latérale, soit allongé sur le dos avec la tête relevée et les bras levés. Une position qui fatigue les muscles cervicaux après quelques minutes. Avançons. Mais il y a un troisième facteur, moins évident. Les contenus stressants ou stimulants consommés avant le sommeil, actualités anxiogènes, contenus émotionnellement intenses, jeux compétitifs, maintiennent nos systèmes nerveux en état d'alerte au moment où ils devraient se préparer au repos. Et comme nous l'avons vu, un système nerveux en alerte signifie des muscles en tension. Des muscles paravertébraux tendus pendant le sommeil signifient un réveil douloureux. Et le cycle recommence. C'est une interaction complexe entre comportement numérique, qualité du sommeil, état nerveux et santé musculo-squelettique que la science commence seulement à documenter systématiquement. 26e habitude, sauter les échauffements avant l'exercice physique. Le détail suivant pourrait vous surprendre. Les blessures au dos liées à l'exercice physique se produisent disproportionnellement pendant les premières minutes d'une séance, quand les muscles et les structures articulaires n'ont pas encore eu le temps de se préparer. Un muscle froid est un muscle peu extensible, peu vascularisé et dont les propriétés mécaniques sont sous-optimales. Appliquer une charge importante ou un mouvement rapide à un muscle non échauffé, c'est comme étirer un élastique sorti du réfrigérateur. La probabilité de rupture ou de lésion est nettement plus élevée qu'après un échauffement progressif. Maintenant, ce qui est souvent caché. Les blessures les plus fréquentes dans les salles de sport impliquant le dos ne surviennent pas pendant des exercices complexes ou des charges maximales. Elles surviennent pendant des exercices banals, un simple rameur, un soulevé de terre modéré, un exercice d'abdominaux, effectués sans préparation par des personnes qui arrivent directement de leur bureau, encore contractés par une journée de travail assis. 5 à 10 minutes d'échauffement cardiovasculaire léger, suivi de mobilisation articulaire douce, suffisent à réduire drastiquement ce risque. Mais ces 10 minutes sont souvent sacrifiées sur l'autel de la productivité ou de l'impatience. 27e habitude, porter des vêtements ou des ceintures pro-serrées. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Cette habitude est rarement mentionnée dans les listes de facteurs de risque dorsal. Et pourtant, ces effets sont documentés. Des vêtements trop serrés au niveau de la taille, jeans trop étroits, ceinture trop serrée, corsets modernes portés pour des raisons esthétiques, réduisent la capacité d'expansion abdominale lors de la respiration. Et la respiration est directement liée à la santé du dos. Le diaphragme, muscle principal de la respiration, joue un rôle crucial dans la stabilisation de la colonne vertébrale. Quand il ne peut pas se déplacer librement, la stabilisation du tronc est compromise. Et voici ce qui est surprenant. Des recherches en physiologie respiratoire ont montré que comprimer la circonférence abdominale modifie les patterns de recrutement des muscles du corps. Les muscles profonds stabilisateurs de la colonne, notamment le transverse de l'abdomen et les multifides, travaillent de manière moins efficace quand la cavité abdominale est artificiellement comprimée. C'est un effet moins visible que les douleurs cervicales d'un text neck, mais il contribue sur le long terme au déconditionnement des muscles de stabilisation lombaire. Et ironiquement, certaines personnes portent des vêtements serrés pour paraître plus minces, ce qui nuit précisément aux muscles qui leur permettraient de l'être naturellement. 28e habitude, mal ajuster les appuis-têtes dans la voiture. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange.
L'appui-tête de voiture n'est pas un accessoire de confort, c'est un dispositif de sécurité, conçu pour prévenir les blessures cervicales en cas de choc. Mais un appui-tête mal réglé, trop bas, trop loin de la tête, ne remplit pas sa fonction. Et entre les chocs, il peut même créer un problème en forçant inconsciemment le conducteur à adopter une position cervicale adaptative peu naturelle pour éviter ce contact inconfortable. Les régulateurs de sécurité routière en Europe et en Amérique du Nord ont documenté que la majorité des conducteurs ont leur appui-tête mal réglé. Et voici ce qui soulève des questions. Mais au-delà de la sécurité, la position de l'appui-tête influence la posture cervicale pendant la conduite. Un appui-tête correctement réglé, le haut aligné avec le sommet de la tête, à environ 2 à 4 cm de la nuque, peut servir de référence posturale. Quand on est conscient de sa présence, on tend naturellement à maintenir la tête dans une position plus neutre. Cette petite habitude, aussi minime qu'elle paraisse, peut faire une différence pour les personnes qui passent plusieurs heures par jour en voiture. C'est l'un de ces ajustements mineurs dont l'impact cumulatif sur le long terme n'est pas négligeable. 29e habitude. Faire des tâches ménagères en position courbée prolongée. Le point suivant n'est pas moins étonnant. Passer l'aspirateur, faire la vaisselle, jardiner, nettoyer le sol. Toutes ces tâches ont en commun qu'elles se font souvent en position courbée vers l'avant pendant des périodes prolongées. Et c'est précisément la position qui génère le plus de pression sur les disques lombaires, selon les travaux de Natchamson. Penché à 30 degrés vers l'avant avec une charge dans les mains, la pression sur L3, L4 peut atteindre des valeurs équivalentes à celles d'un effort sportif intense. Et pourtant, on ne pense jamais à s'échauffer avant de faire la vaisselle ou de tondre le gazon. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. Des médecins de médecine du travail ont documenté des pathologies vertébrales chez des femmes au foyer, comparables à celles observées chez des travailleurs manuels en industrie. La répétition quotidienne de tâches ménagères en position courbée pendant des décennies peut produire une usure discale et articulaire aussi significative que certains travaux physiquement exigeants. La solution n'est pas d'arrêter de faire le ménage, mais d'adapter les outils, manches plus longs, hauteur de plan de travail ajustée et de faire des pauses régulières pour se redresser et étirer le bas du dos. Des habitudes simples, mais que personne n'enseigne. 30e habitude, négliger son sommeil en quantité. Avançons. On a beaucoup parlé de la qualité du sommeil et de la position de sommeil. Mais la quantité de sommeil a aussi un impact direct sur la santé du dos. Pendant le sommeil, le corps libère des hormones de croissance et des cytokines anti-inflammatoires qui participent à la régénération des tissus, y compris les structures vertébrales. La privation de sommeil chronique réduit ces processus de réparation. Elle augmente également la sensibilité à la douleur en modifiant les seuils nociceptifs. Des études ont montré que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit ont une prévalence de douleurs lombaires chroniques significativement plus élevée que celles qui dorment 7 à 9 heures. Et ce n'est pas tout. Le sommeil est aussi le moment où les muscles du dos se relâchent complètement pour la première fois depuis des heures. Cette récupération musculaire est essentielle pour éviter l'accumulation de fatigue et de tension. Quand le sommeil est insuffisant, les muscles entrent dans la journée suivante sans avoir récupéré complètement. Et les contraintes de la journée s'ajoutent sur un tissu musculaire déjà fatigué, accélérant la fatigue et la douleur. C'est un cercle vicieux que beaucoup de personnes connaissent intimement. Mal au dos, donc mal dormir, donc plus mal au dos, donc encore plus mal dormir. 31e habitude, ignorer l'importance des pauses actives. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Les pauses ne sont pas des interruptions du travail. Elles sont une composante essentielle de la santé vertébrale. La règle des 20-20-20 existe pour les yeux. Toutes les 20 minutes, regardez à 20 pieds de distance pendant 20 secondes. Une règle similaire devrait exister pour le dos. Toutes les 20 à 30 minutes, se lever, marcher 1 minute, faire quelques étirements légers. Ces micro-pauses actives permettent de redistribuer la charge sur les disques, de réactiver la circulation dans les muscles paravertébraux et de rompre le cycle de compression continue. Puis, un autre détail apparaît. Des études sur la productivité au travail ont montré que les travailleurs qui prennent des pauses régulières, même très courtes, maintiennent une meilleure concentration et produisent un travail de meilleure qualité que ceux qui travaillent sans interruption. L'idée que les pauses sont une perte de temps est non seulement fausse pour la productivité, mais elle est directement néfaste pour la santé vertébrale. Des applications de rappel de pause, des minuteries, des logiciels ergonomiques qui demandent à l'utilisateur de se lever, tous ces outils existent.
Mais il reste sous-utilisé dans une culture professionnelle qui valorise encore trop souvent l'endurance et la résistance physique comme signe de performance. 32e habitude. Prendre des antidouleurs sans chercher la cause. Examinons le point suivant. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les analgésiques sont parmi les médicaments les plus vendus dans le monde. Et une proportion considérable de ces ventes concerne les douleurs dorsales. Ils sont efficaces à court terme pour soulager la douleur aiguë et permettre la poursuite des activités quotidiennes. Mais quand ils deviennent un traitement de fond, consommé régulièrement pour masquer une douleur chronique, ils posent un problème fondamental. Ils traitent le symptôme, pas la cause. Et pendant que la douleur est masquée, la cause continue de progresser. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Des médecins spécialistes de la douleur ont documenté des cas où des patients prenaient des antidouleurs depuis des années pour des lombalgies chroniques, sans jamais avoir eu un diagnostic précis de la cause. Quand une évaluation approfondie était finalement réalisée, imagerie, examen clinique complet, analyse fonctionnelle, la cause était souvent parfaitement identifiable et traitable par des moyens non pharmacologiques. Des problèmes de posture, des faiblesses musculaires spécifiques, des déséquilibres articulaires. Autant de choses qui n'apparaissent pas dans le sang et qui ne sont soulagées qu'en surface par les médicaments. La douleur est un messager. Couper le messager ne résout pas le problème qu'il annonce. 33e habitude. Vivre sans conscience posturale. Et puis, un retournement inattendu. Toutes les habitudes de cette liste ont quelque chose en commun. Elles sont pratiquées de manière inconsciente. Personne ne décide délibérément de détruire son dos. Les gens dorment sur le ventre parce que c'est confortable. Ils croisent les jambes parce que c'est naturel. Ils regardent leur téléphone tête baissée parce qu'ils ne pensent pas à leur posture. Le problème fondamental n'est pas une habitude spécifique. C'est l'absence de conscience posturale, la capacité à percevoir comment son corps est positionné dans l'espace et à ajuster ce positionnement de manière proactive. Cette conscience posturale n'est pas innée, elle s'apprend. Des disciplines comme le yoga, le tai chi, la méthode Feldenkrais ou la méthode Alexander ont précisément pour objectif de développer cette conscience corporelle fine. Des études cliniques ont montré que des pratiquants réguliers de ces disciplines ont non seulement moins de douleurs dorsales, mais aussi une meilleure proprioception, une meilleure coordination et une meilleure résilience musculo-squelettique face aux contraintes de la vie quotidienne. Ce n'est pas de la mystique, c'est de la physiologie appliquée. La conscience posturale, c'est aussi simple que de se souvenir, plusieurs fois par jour, de vérifier sa position. Est-ce que je suis avachi? Est-ce que mes épaules sont remontées vers mes oreilles? Est-ce que ma tête est en avant de mon axe corporel? Ces micro-vérifications, intégrées comme des habitudes automatiques, peuvent transformer progressivement la posture et soulager durablement le dos. Ce n'est pas une solution miraculeuse. C'est une pratique quotidienne, discrète et puissante. Et c'est peut-être la plus importante de toutes les habitudes à développer pour préserver sa santé vertébrale. Pour conclure, ce que la science nous dit sur ces 33 habitudes est remarquablement cohérent. Le dos souffre principalement de l'inactivité, des déséquilibres, de la répétition et du manque de conscience. Mais plusieurs questions restent ouvertes et débattues. La fermeté idéale d'un matelas n'est pas universellement établie. Les recherches donnent des résultats variés selon les populations étudiées. Le lien précis entre tabagisme et dégénérescence discale est bien documenté statistiquement, mais les mécanismes exacts font encore l'objet de recherches. La contribution relative du stress psychologique aux douleurs dorsales chroniques reste difficile à quantifier, et la frontière entre douleurs mécaniques et douleurs centrales est un sujet de vif débat en médecine de la douleur. Certains experts pensent que la grande majorité des douleurs lombaires chroniques sont d'origine centrale, d'autres maintiennent la primauté des facteurs mécaniques. Ce qui n'est pas débattu en revanche, c'est que la plupart des douleurs dorsales sont évitables, et que les habitudes quotidiennes jouent un rôle déterminant dans leur apparition ou leur prévention. Le corps, il suffit de l'écouter avant qu'il ne crie.